Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Signal. Aujourd'hui, on va faire la routine habituelle, c'est-à-dire analyse technique, analyse fondamentale et analyse de sentiments, donc de liquidité sur Bitcoin, Ethereum, ainsi que le Total 3. On ira voir deux ou trois petits sujets sympathiques, donc restez bien également jusqu'à la fin, c'est-à-dire que on fera également une petite analyse sur la vente dernière de 80 000 BTC qui a été faite depuis, c'était une adresse de l'époque de Satoshi, hein. Donc ça sera intéressant de voir comment se met en place finalement un énorme transfert depuis les early adopters, hein, ceux qui ont été vraiment là depuis le départ, vers les institutionnels. C'est ce qu'on verra ensemble. Allez, intro. Alors, Bitcoin en daily. Personnellement, je suis toujours dans l'idée qu'on aura besoin de retester à peu près 110 comme support, étant donné que c'était par le passé une résistance, mais aussi qu'on a une belle imbalance là, c'est-à-dire le prix a accouché un petit peu fort. Est-ce qu'on n'aurait pas besoin ici de revenir ressourcer sur cette zone-là pour sortir également un petit peu de liquidité? Pour le moment, ça ne se fait pas, et il y a des chances que ça ne se fasse pas, bien évidemment, mais en tout cas, ça reste pour moi mon scénario privilégié à ce stade. Si jamais on zoome un petit peu, on voit que on traîne un petit peu sur la résistance 4 heures qui est ici. On n'arrive pas à hard closer au-delà de ce niveau, au niveau du 4 heures au-dessus. Et en bas, c'est plutôt un support daily. Donc on est finalement dans ce range entre la borne orange et la borne rouge que vous voyez là. En tout cas, si on parle bien sûr de hard closing. Globalement, la daily, enfin la borne en daily que je vous montre, personnellement, j'ai pas la TF 12 heures, mais vous voyez que en fait finalement c'est plus ou moins un 12 heures. Hein. C'est-à-dire qu'on pourrait diviser par deux la notion de ce support daily ici et l'emmener sur quelque chose en 12 heures. Pour le moment, il semblerait aucune certitude de ce côté-là, mais qu'on est un petit peu en train de sortir de cette distribution-là, mais il n'y a pas de confirmation étant donné qu'on n'a pas pris ce point-là. Vous comprenez que comment on fonctionne dans ces cas-là, on fait sommet, creux, sommet, ici et le creux, ici est le sommet, là est le creux. Pour le moment, on n'a pas pris le sommet qui est ici, d'accord? Donc on est toujours dans une structure baissière. On a certes cassé un petit peu le momentum à la descente, mais on est toujours, il n'y a pas de break de la structure à ce stade, en tout cas. Voilà pour le 4 heures, on reviendra sur les plus petites UT en fin de vidéo avec un scénario privilégié pour la suite, une fois qu'on aura regardé tout ce qui est fondamental et liquidité, hein, puisque c'est l'idée de cette chaîne, en tout cas en grande partie, une forme de routine qui mêle les trois. On s'assoit sur une analyse qui tient bien debout, puisqu'elle est, elle est posée sur trois pieds. On s'assoit sur un tabouret qui a trois pieds, à savoir analyse technique, analyse fondamentale et analyse de liquidité. Ether contre Bitcoin, bon, pas forcément de choses nouvelles par rapport à hier, hein, on est toujours un peu sur la même zone. Donc pas de nouveauté, allez voir la vidéo d'hier si tout ça vous intéresse. Et Ether contre le dollar, même chose, on est en train de temporiser ici. Il y a eu un petit drop, mais finalement on est en train de se reprendre. Voilà, pas exclu qu'on fasse une petite flat avec un retest du support des 3522. On regardera ici sur la liquidité weekly si ça a du sens. En tout cas, la zone est plutôt à ce stade, je dirais en tout cas, une forme de zone de rejet, sauf s'il y a une belle news hein, ou autre chose. Mais vous voyez ici que, en général, par 3 fois par le passé, et ce depuis 2024, mars 2024, première, deuxième, troisième fois, on avait rejeté dans cette zone-là. Il y a un moment où ça passe, hein, à force de jeter des graviers sur le carreau, il y a un moment où le carreau il pète. Maintenant, théoriquement, ce genre de zone devrait quand même, dans un premier temps, provoquer une petite réaction baissière à minima, hein, c'est-à-dire, voilà, retest, encore une fois, 3004, 3005, pourquoi pas. Maintenant, il se peut qu'on passe au travers, c'est très impulsif ce qui se passe sur Ethereum. Ethereum adore les mouvements un petit peu surprises et impulsifs, et pour le moment, on n'a pas onboardé énormément, comment dire, finalement de shorter. Le moment s'est fait tellement vite qu'on n'a pas trop le temps enfin on short squeeze tout de suite ce qui se passe au niveau des shorters, mais également on onboard pas énormément de longueur, on ne donne pas nécessairement, à part sur encore une fois ce support des 3005, le temps de rentrer à un certain nombre de gens. Hein. Ici, vous comprenez qu'on trade aussi une histoire de temps. Vous avez sur votre et c'est l'idée hein, d'ailleurs même des supports 4 heures, support daily, etc. Vous avez sur votre chart une abscisse et une ordonnée. Alors pourquoi s'astreindre, pourquoi désolé petit bug mental là. Pourquoi s'empêcher finalement de également prendre en considération le temps. Exemple typique, une distribution comme ceci par exemple.
Et ben finalement, c'est quoi? C'est une résistance qui elle-même est corrigée par le temps. Donc on a cette idée vraiment de, effectivement, comment dire, trader l'abscisse autant que l'ordonnée. Euh, euh, voilà, l'idée est vraiment foncièrement là-dedans, surtout dans un marché de liquidité comme est Bitcoin. Et dans la liquidité, c'est le temps qui fait la différence. Ether, BTC, Ether, voilà, pas forcément ici, encore une fois, de plus de choses à dire que ce qu'on a dit hier, donc on va passer rapidement. Total 3, je pense qu'on est à peu près sur la même chose, donc aujourd'hui ça va être une analyse technique assez rapide. On va pas refaire les analyses de dominance non plus, puisque, encore une fois, ce sont des choses qu'on a vraiment évoquées hier. Là pour le coup, d'habitude je ne le fais pas nécessairement, mais pour le coup, je vous renvoie à la vidéo, de hier. Si petit drop sur les altcoins cette nuit, avec retour sur le momentum initial, pas d'accélération du momentum ici. Vous voyez qu'il y avait une petite accélération du momentum hier, on peut virer celle-ci et on est de retour d'ores et déjà sur le momentum initial. Vous avez deux momentum ici, un premier qui est assez mou, un deuxième qui accélère assez fort. Il s'agit maintenant de tenir cette tendance-là pour venir finalement casser la résistance du moment, à savoir les 21,6% de dominance sur les altcoins. On a fait une analyse encore une fois assez précise et complète hier sur toute la dominance. Et ici, ce que je regardais, c'était par rapport au total. Mais globalement, je dirais que... Alors oui, la seule différence du total... Tout à l'heure, je vous ai dit, regardez, c'est intéressant sur Bitcoin, éventuellement de revenir retravailler la borne des 112. Il se pourrait que si on retravaille cette borne-là, les altcoins ne corrigent pas autant que ce qu'on pourrait penser. Alors c'est une théorie parmi tant d'autres, parce que bon, les altcoins sont assez fébriles quand Bitcoin corrige, mais il peut arriver que Bitcoin perde une petite dizaine de pourcents sans nécessairement que ça pose un vrai souci par ailleurs. Ce que j'entends par là, c'est que, vous le voyez ici, en tout cas en ce qui concerne le total, le retest a été fait. Si on prend les mêmes bornes ici sur Bitcoin que où en était le range précédent, etc. et toutes ces choses-là, vous voyez que le retest a été fait ici. Donc pour le coup, il se pourrait que Bitcoin aille à 112, mais que finalement les altcoins ne corrigent que, entre guillemets, et vous le voyez ici, 3,8 de 100 milliards, 100 milliards à peu près, 100 milliards sur la totalité, ça fait pas grand-chose. Finalement, ça nous mettrait, si on revient au retest une nouvelle fois, à moins 5. Donc un Bitcoin qui taperait à peu près moins 8 ou 10, 8, ouais, et des altcoins qui corrigeraient un petit peu moins. À voir. En tout cas, c'est assez propre, c'est très correctif sur le total ici, et on peut estimer que voilà ce qu'on avait en tout cas dans cette zone-là, par exemple, typiquement, hop, sur de la plus petite UT, d'accord. Si on réitère l'impulsion qui s'était faite dans ce sens-là, vous voyez qu'ici on a un joli flag, il n'y a pas de souci là-dessus. Tac, comme ceci, hop. Ceci, d'accord, le flag ici est vraiment acté. Voilà, pas trop de doute sur le fait qu'on pourrait assez rapidement aller aux 4,4 trillions sur la market cap totale de la crypto. Sachant qu'on a un Ether qui fait 400 milliards, si je ne me trompe pas, on a 400-500 milliards, on a un total 3 qui fait 1 trillion. Ça fait 1,5, on a un BTC qui fait à peu près 2,5 trillions, et puis 400 milliards de market cap en ce qui concerne les stablecoins. Voilà à peu près la répartition globale du moment. Donc voilà, on va directement sur le fondamental. Je pense qu'on va revenir ici sur ce point-là en fin de fondamental, si j'y pense. Et globalement, par rapport à la vidéo d'hier, on a Bitmain, qui finalement est globalement un géant du minage, mais pas uniquement, qui fait aussi des machines, qui irait s'installer aux États-Unis avec une usine américaine. Et ça, c'est plutôt une bonne chose, au sens où désormais, une bonne partie du hash rate se trouve aux US. Les tarifs auraient pu impacter ceci, encore que les composants électroniques sont beaucoup moins impactés que le reste. Mais les tarifs, quand j'entends les tarifs, c'est bien sûr les droits de douane, auraient pu impacter ceci. Et pour le moment, on voit que ils sont en train de monter une usine américaine directement au Texas, donc pour éviter bien évidemment les droits de douane, et c'est plutôt une bonne chose en soi. Les États-Unis qui se réindustrialisent devant une Europe qui s'inquiète. L'Europe est trop occupée à s'inquiéter en ce moment, et c'est ce qu'on voit ici, notamment sur les stablecoins, avec des discours de Christine Lagarde, mais pas que. Jürgen Schaff,
qui nous dit que attention, c'est dangereux, les stablecoins, etc. Donc, à un moment où les États-Unis sortent le Genius Act, et là, je le dis, encore une fois, les Américains ne sont pas non plus tous des Einstein, hein, ça, je pense qu'on est tous au courant, et ben l'Europe est occupée de s'inquiéter. C'est très important de s'inquiéter et de montrer que ici, vraiment, pour le coup, on ne sert pas à grand-chose. Ici, je reviendrai là-dessus tout à l'heure. Et puis on a encore une fois ici Christine Lagarde qui nous explique que il s'agit de développer très vite un euro digital. Je pense notamment à Seb Gouspillou qui a fait 2-3 interventions sur BFM et sur Twitter qui sont relativement intéressantes par rapport à ça. Et je pense ici que, encore une fois, pour moi l'idée c'est on est en train de payer des gens pour nous mettre dans la merde et en plus on n'a même pas le droit de les élire réellement. Je pense que les institutions européennes sont malades, mais pas que. Il n'y a aucune légitimité de ce côté-là et on se retrouve avec des gens qui sont inutiles, mais donc du coup leur seule fonctionnalité ça va être d'essayer d'avoir le plus de pouvoir possible dans leur utilité. Donc c'est un effet boule de neige un petit peu, c'est-à-dire que comme je sers à rien, je m'accroche un petit peu aux parois ici du néant de mon utilité, hein, aux parois du trou béant dans lequel je sens que je suis payé à rien faire, et puis d'une certaine manière j'essaie de m'octroyer le plus de pouvoir possible, donc de réguler le plus possible, ce qui est extrêmement nuisible à toute forme de marché. Encore une fois, ça paraît très libéral tout ce que je dis, mais pour moi, voilà, il se trouve que malheureusement, on est dans un monde où il faut être ultra libéral pour simplement être dans une forme de normalité. Je pense qu'auparavant, par le passé, même si vous étiez de gauche modérée, eh bien finalement vous pouviez avoir une certaine forme de libéralisme également dans votre façon de penser. Mais là, en ce moment, on est dans une telle débilité, c'est même pas du socialisme, c'est une perte d'identité totale, en fait, que finalement, on va vous dire que tu es un libéraliste quasi... non, je défends juste, en fait, le droit de propriété, hein, d'accord. C'est-à-dire que là, actuellement, je défends mon droit de propriété. Bitcoin est une des formes, d'ailleurs, les plus pures de droit de propriété, quelle qu'elle soit. Si je te donne pas mes clés, de toute façon, tu peux me foutre en tôle, mais d'une certaine manière, tu n'auras pas mes bitcoins. Et donc, on l'a vu notamment d'ailleurs sur Ross Ulbricht, il n'y a pas longtemps, je pense qu'il avait mis quelques clés de côté. Ce sera probablement le cas également pour les gars de Bitfinex qui vont pas tarder à sortir. Et puis, le gars de Bitfinex. Et puis, Bankman-Fried, on ne sait pas s'il n'a pas gardé un petit peu de pognon de côté. Qcoin qui va arrêter ses services en France, visiblement. Même idée, hein, le marché, cette idée du marché, de l'autorégulation, enfin de la régulation à outrance, j'entends, qui finalement vient vous faire perdre des droits. Donc voilà, Qcoin c'était très bien pour aller chercher des altcoins un petit peu exotiques, c'était plutôt pas mal et on est en train de perdre ce droit-là en France notamment. Donc pour ceux qui ont fait leur KYC sur Qcoin, malheureusement vous allez recevoir un mail bientôt, il va falloir que vous fassiez tous les transferts afférents puisque vous n'aurez pas accès, en tout cas sans VPN, à Qcoin si jamais vous restez dessus. Important de mettre un like, c'est vraiment hyper important. En plus, je pense que ça tient aussi au mois d'août, mais aux vacances, mais en ce moment très peu de vues de notre côté. Donc n'hésitez pas à venir soutenir un petit peu le projet de cette chaîne. Et je rappelle que tous les bénéfices sont reversés à Mécénat Chirurgie Cardiaque. J'entends parler également. Allez dans la description de la vidéo ou sur le Linktree dans Twitter, donc dans la bio sur X, où vous aurez tous les liens qui vous permettent éventuellement de venir vous affilier sur les comptes de la chaîne, notamment grâce au code, avec en ce moment un gros partenariat BingX, grâce au code CryptoSignalFR qui vous permettra d'avoir pas mal de rewards et bien sûr des réductions sur vos frais de trading. Donc vous tradez, en même temps ça rapporte finalement sur l'affiliation CryptoSignal. Ces gains d'affiliation sont reversés à Mécénat Chirurgie Cardiaque, je le rappelle, une opération payée par an, à peu près 12 000 €. En ce moment, il y a une grosse perte de vitesse sur la chaîne, donc je pense que, en tout cas cette année c'est bon, on pourra payer une opération entière, mais je ne sais pas si l'année prochaine ça sera le cas. Néanmoins, pas trop un souci, on se débrouillera pour le faire quand même. Et voilà, je le rappelle, en tout cas, ici, on est sur un cercle vertueux. Au plus il y a de monde, au plus il y a d'opérations qui sont payées pour Mécénat Chirurgie Cardiaque.
tuerie aux États-Unis. Je crois qu'on parle d'un joueur de foot qui a dû avoir quelques concussions, qui a dû avoir quelques petits traumas crâniens et qui visiblement est atteint en tout cas de troubles mentaux et qui vient de tirer sur pas mal de monde. Résultat stratégique, les USA veulent saisir 2,4 millions de dollars. 2,4 millions de dollars, c'est à peu près à 100 000 dollars, 24 BTC. C'est pas grand chose, donc on va dire qu'on s'en fout un petit peu. Ark Invest qui achète 20 millions dans Bitmine Shares et qui vend 15 millions de Block Incorporation. Ce qu'on peut voir en ce moment du côté de Ark, c'est en tout cas une rotation ETH BTC, enfin plutôt BTC vers ETH. Ils ont acheté pas mal de choses du côté également d'une autre boîte qui pour le coup elle est extrêmement investie sur Ethereum. Je sais pas si c'est pour le coup, non c'est pas celui-ci, non on est plutôt ici sur une rotation BTC, en tout cas de ce que je vois. Et si Bitmines Ethereum ici c'est ça. Donc du coup Ark Invest qui fait sa rotation. Attention, elle a pas eu que des bons calls. Comment elle s'appelle déjà, Cathy Wood. Elle a pas eu que des bons calls. Elle a fait vraiment, en tout cas sur pas mal sur 2023-2024, elle a fait des trucs qui étaient un petit peu olé en termes de rotation. Notamment vendre Coinbase, il me semble, avant que ça explose, juste avant que ça explose, elle s'est délestée de Coinbase au plus bas. En tout cas, une partie, pas tout bien sûr, mais voilà, une partie. Ici, on passe aussi. Redalio, ça c'est quelque chose que j'avais reposté aussi. Redalio et je sais plus, c'est pas Renaissance Capital. Comment s'appelle déjà son fonds? Je me rappelle plus. Je ne sais plus comment s'appelle son fonds. Bon, il a un gros fonds d'investissement avec des méthodes extrêmement intéressantes de le tenir, à savoir que notamment il va faire sur des sujets intéressants. Ils vont. J'avais lu pas mal de ces bouquins et parce que pour moi c'est des gens qui pensent un petit peu en dehors de la boîte, etc. Et en fait ils ont notamment des réunions où ils vont chacun avoir un bouton oui non, mais pour le coup dans les réunions qu'ils vont faire, les brainstorming, on va appeler ça comme ça, est invité jusqu'à la femme de ménage. Donc du coup il y a cette façon de penser qui est de dire tout avis est bon à prendre d'une certaine manière. En tout cas au moins si on explique correctement le sujet sur lequel on parle. Quand je dis la femme de ménage, c'est bien sûr, en tout cas il n'y a pas de hiérarchie dans tous ceux qui interviennent dans ces brainstorming, il n'y a absolument aucune hiérarchie. Red Dalio a eu des très bons calls, notamment assez légendaires au niveau des bonds et de la manière dont les taux allaient réagir, et également avant 2008 c'est quelqu'un qui s'est très bien débrouillé. Je crois que c'est Bridgewater, le fond c'est en train de me revenir, donc du coup trader de légende, mais aussi en ce moment, enfin en tout cas sur la fin de sa vie, c'est quelqu'un qui est assez philanthrope et qui est beaucoup pour l'éducation notamment, et sur la fin de sa vie il a beaucoup également pris de la distance sur l'histoire, et c'est quelqu'un qui a écrit des bouquins comme The Rise and Fall of Nations ou un truc comme ça, en tout cas la montée en puissance et la chute des empires, on va dire ça comme ça, et qui a une manière très, très intéressante de prendre de la distance justement par rapport à l'abscisse, c'est-à-dire par rapport au temps. Il a une vision qui parfois peut se diriger sur plusieurs siècles, mais pas que. Il a aussi cette vision très dialectique de l'histoire, c'est-à-dire d'une certaine manière, vous avez eu quelque chose à outrance dans un sens, à savoir du capitalisme par exemple, vous allez probablement aller dans quelque chose d'inverse à outrance, et ainsi de suite, mais également et aussi cette idée que le non-contentement de la totalité d'une... je rapproche un peu le micro, excusez-moi. Hop. Le non-contentement de la totalité d'une société peut emmener vers une guerre civile. C'est quelqu'un qui voit d'ailleurs en grande partie la chute des États-Unis se faire au travers de la dette, mais aussi en interne, c'est-à-dire une forme de guerre civile américaine. On pourrait en voir les prémices d'une certaine manière, en tout cas c'est ce côté bien trumpiste et ce côté bien démocrate. Difficile de dire la Bible Belt, donc du coup ce côté sud et nord, c'est plus trop d'actualité. Ce côté les wokistes, non wokistes, qui seraient plutôt les shores, donc les côtes, et l'intérieur du pays,
Difficile à dire aussi, mais en tout cas peut-être déjà plus adéquate en termes de cette idée de guerre civile. On voit de plus en plus de science-fiction, en tout cas parler de guerre civile aux États-Unis. Qu'est-ce que j'aurais comme exemple? Le truc avec la servante là, de Handmaid's Tale, non? C'est ça, ouais. Ouais, avec bon, voilà, c'est ceux qui connaissent The Maid's Tale, je sais plus. Bon, bref. Et puis autre chose, bon, pour exemple également Hunger Games, voilà, ce genre de choses où on voit cette science-fiction, et souvent la science-fiction finalement, au final, finit par avoir raison. Non, déplaise aux non-complotistes, par exemple, je prends l'exemple de 1984, qui est typiquement ce dans quoi on est actuellement. Ici, Breaking Trade Hit Force, des bons résultats visiblement au niveau chinois dernièrement. Je crois qu'en ce moment il y a des négociations d'ailleurs entre Chine et États-Unis. Le 1er août arrive à grands pas et c'est théoriquement le moment où il faudra que tout le monde ait un accord. Ici on passe sur Samsung. La Fed qui risquerait une spirale déflationniste, si jamais elle ne coupe pas les taux, ce que nous disent ces experts des obligations. Oui. Maintenant, est-ce qu'une déflation est réellement mauvaise? Alors en termes de croissance, bien sûr, hein, puisque l'inflation compte pour la croissance. Si vous avez 10% de croissance, si vous avez 10% d'inflation, vous aurez 10% de croissance, puisque typiquement la croissance n'est pas exprimée. Enfin, vous me suivez, hein, bien sûr. Comme si vous avez 10% de croissance, vous aurez 10% d'augmentation de votre chiffre d'affaires, d'une certaine manière. Mais vous aurez des coûts plus importants. Donc voilà, il faut bien ici mettre les choses dans leur juste milieu. Voilà, est-ce que la déflation est forcément une mauvaise chose? En tout cas, je pense que suite à la période comme on a eu là, c'est pas forcément une mauvaise idée que d'avoir une petite baisse des prix. C'est très mauvais effectivement pour les signaux économiques qu'on attend. Donc mauvais pour nous, hein, d'une certaine manière, qui travaillons grâce à des signaux économiques, mais pas forcément mauvais pour du reste, le reste du monde. Hein. Ensuite, le 30 juillet, donc ce sera demain, la conférence de presse de Jérôme Powell avec l'annonce des taux, 19h30 si je ne me trompe pas, 19h pour l'annonce et 19h30 pour le... j'ai un petit doute sur le UTC, attendez, bougez pas. Oui, donc du coup, 20h, excusez-moi, 20h ici pour les taux, c'est plus 6 en ce moment par rapport à Eastern Time, et 20h30 pour le discours de Powell, le plus gros influenceur financier de sa génération. Rapport ADP, on regardera aussi demain, et pour le coup, ça sera à 14h15. Et puis, dans 3 jours, le rapport sur l'emploi. On regarde les liquidations et liquidités. Mais avant ça, c'est ce que j'avais dit tout à l'heure, un petit point sur cette courbe. Globalement, on a vu dernièrement 80 000 BTC être vendus, ça fait 9 milliards de dollars. Est-ce qu'on est sûr qu'ils sont vendus? Pas totalement. Ils ont été poussés chez Galaxy. On n'est pas sûr que Galaxy les ait vendus. On ne sait pas exactement c'est quoi le deal. Pour le coup, même Mike Novogratz n'a pas vraiment fait le point là-dessus, sur exactement ce qu'il se passait. Mais ce qu'on peut penser, c'est que si effectivement ces 80 000 BTC ont été vendus, il faut comprendre que 80 000 BTC, c'était sur le moment ce qui représentait la chute de Terra Luna. C'était ce qu'avait Luna plus ou moins en réserve, et c'est ce qui avait été vendu à ce moment-là, et ce qui avait précipité à ce moment-là. Alors bien sûr, il y avait un énorme doute hein, pour la suite, mais Bitcoin en bear market est sur la zone des 15-16 000 dollars. Ici, il faut comprendre que la demande induite, si jamais on a effectivement absorbé ces 80 000 BTC à la vente, est énorme en ce moment, et que du coup, en fait, quand on regarde la courbe, on a juste temporisé un petit moment, avec certes un petit doute, mais voilà. Alors pour moi, ils ne sont pas totalement vendus. Maintenant, je peux me tromper. Pour moi, ils sont en train d'être justement absorbés sur ce 4 heures-là, petit à petit. D'ailleurs, on a vu dernièrement, alors je ne l'ai pas retweeté, mais on a vu dernièrement 4000 BTC faire un mouvement du côté de Galaxy, et je pense qu'il s'agit des mêmes bitcoins. Pour moi, en fait, on a
on a chargé Galaxy de vendre ses bitcoins un petit peu sur un mode de comment dire, sous-traitance. C'est-à-dire, Galaxy n'a pas les 9 milliards hein, qui auraient pu acheter over the counter ces 80 000 BTC. En tout cas, je pense pas que ça soit le cas. Mais voilà, pour moi, on leur a dit, bon, écoute, tu prends ta com et puis je vais te filer les 9 milliards, etc. Vous vous rappelez que c'était également ces 80 000 bitcoins qui avaient des messages un peu bizarres. On en avait parlé sur la chaîne, sous-entendu que c'était une attaque quantique sur Bitcoin, et normalement ces 80 000 Bitcoins avaient une deadline pour être vendus de octobre. Si jamais vous comprenez pas ce que je dis, revenez dans les différents threads que j'avais postés, et il y avait Crypto Tux ou un truc comme ça, Crypto quelque chose, Crypto... Enfin, vous revenez ici dans le temps et vous verrez que j'avais rebalancé tout le thread qui était assez intéressant et très bien fait de je sais plus quelle personne, et du coup je vais mettre en pause et lui donner alors il s'agissait donc de CypherTux, et en fait depuis il a visiblement effacé la plupart de ses posts en ce qui concernait ce sujet-là, en particulier les seuls qu'il aurait probablement laissé étant un transfert de 80 000 BTC, comme on l'a dit, qui serait peut-être éventuellement l'œuvre de Craig Wright. Alors, dans l'idée, j'ai pas connu les suites du drama, notamment avec CypherTux, et pourquoi il a effacé une bonne partie de ce qu'il avait mis en avant. On avait fait nous une vidéo là-dessus, en disant que pas mal de choses étaient possibles. Il se pourrait que ça soit une œuvre cryptographique, il se pourrait que ça soit autre chose, pardon. Il se pourrait que ça soit un FUD organisé, etc. On avait ici évoqué toutes les possibilités, mais il semblerait que, voilà, d'une certaine manière, ce drama soit désormais derrière nous. En tout cas, vente de 80 000 BTC, oui, je reviens au sujet initial, bien sûr. Vente de 80 000 BTC qui, d'une certaine manière, a été absorbée avec brio par le marché. Et ce que j'explique là, c'est que vous avez ici, vous le voyez, les adopteurs précoces, les innovateurs. En ce moment, je pense qu'on est dans le gouffre, ce qu'on appelle de chasm, c'est-à-dire l'accélération qui permet à la majorité précoce de rentrer. Ce qui veut dire qu'au niveau du prix, vous le voyez ici, cette espèce de courbe en S, au niveau du prix ou de l'adoption, c'est pas la question, mais si, c'est la question, mais voilà. Vous le voyez ici que dans The Chasm, théoriquement, on résout des problèmes, et c'est ça qui permet de onboarder finalement cette accélération et d'onboarder la majorité précoce. Et les problèmes qu'on résout en ce moment, qu'est-ce qu'ils sont ? Eh bien, c'est la législation d'un côté, et bien sûr le self-custody, la galère un petit peu que propose la blockchain en disant que tu dois garder tes clés, etc. Et là, pour le coup, on peut estimer que des systèmes comme MicroStrategy ou les ETF Spot sont d'excellents moyens de régler ces soucis-là. Donc, ce qu'on a en face de nous, c'est probablement cette sorte de vague 3 d'Elliott, hein, d'une certaine manière. Bon, ici, c'est une courbe en S, c'est pas du tout la même chose, mais en Elliott, on appellerait ça une vague 3, où finalement, ce sont les institutionnels qui commencent à rentrer. Et je parle d'une vague 3, bien sûr, d'un cycle qui est de l'ordre du cycle vraiment primaire, hein, quoi. C'est-à-dire vraiment dans les gros cycles, admettons sur l'histoire entière même de Bitcoin, il se pourrait qu'on soit au début d'une vague 3 énorme, et ça serait assez logique puisque en général, quand vous lisez sur Elliott par exemple le Frost et Preacher commence par vous expliquer que en général, ce que vous avez quand vous avez des vagues d'Elliott, c'est finalement en logarithmique une sorte de canal avec une 1, 2, 3, 4, 5, d'accord, et que les vagues s'imbriquent dans des vagues, c'est-à-dire qu'ici j'aurai une 1, 2, 3, 4, 5 également, mais que d'une certaine manière, ici vous avez les early adopters. Ici, vous avez la correction, entre guillemets, des early adopters, avec le 1er d'août. Et ici, en 3, vous aurez cette vague institutionnelle qui finalement, fait que les early adopters sont en train de vendre aux institutionnels. Et j'en reviens par là à cette idée que, finalement, d'une certaine manière, est-ce qu'on n'est pas au moment du chasme ? C'est-à-dire, est-ce qu'on n'est pas au moment de cette
contrainte. Typiquement, comment on pourrait la voir d'une certaine manière si je compare par exemple à la bulle Internet, au début d'une bulle crypto. Et pour le coup, une bulle et la FOMO, on ne sait pas quand est-ce qu'elle commence, on ne sait pas quand est-ce qu'elle s'arrête. Il va s'agir de vendre au bon moment, mais d'en garder un petit peu au cas où il y a moyen de faire plus. Mais ce que je veux dire et ce que j'entends par là d'une certaine manière, c'est que à partir du moment où on rentre dans cette phase institutionnelle, on peut estimer que derrière il y aura une grosse correction et que la 5e phase sera celle finalement de la distribution des institutionnels vers les retail. On parle ici bien sûr du prix, ici et là-dedans, donc ça veut dire, ici vous comprenez qu'on n'est pas typiquement, puisque ici c'est une courbe je dirais, de part de marché cumulée, d'une certaine manière, qui a adopté Bitcoin, c'est plutôt ça, mais on devrait en voir les répercussions sur le prix. Si 100% des gens utilisent Bitcoin ou la crypto, c'est pas la question, à terme, on devrait bien sûr y voir une certaine forme d'augmentation sur le prix, on devrait voir le même genre de courbe de l'adoption se mettre en place par ailleurs également sur le prix. Qu'est-ce qu'il faut regarder par rapport à ça? Regardez à quel moment les bitcoins reviennent sur les exchanges, bien sûr, c'est-à-dire à quel moment une distribution se prépare à se mettre en place. Ici, on voit quand même que la demande induite, si en tout cas on a absorbé effectivement ces 80 000 BTC, pour le moment il est possible que Galaxy soit en train de les disperser au fur et à mesure. Il y a eu un mouvement sur Galaxy de 4000 BTC, je vais juste vous trouver ça. Donc ici sur les adresses Galaxy Digital, et notamment celle-ci, vous avez eu il y a 4 heures déjà un mouvement de 4000 BTC, donc 450 millions. Il se trouve que pour moi, en tout cas, ça paraît évident que ces bitcoins ne sont pas encore nécessairement vendus, mais qu'ils sont en train d'être vendus à ce stade. On aimerait bien avoir la conviction de savoir quand est-ce que c'est fini. Ça demanderait énormément d'analyse on-chain, et c'est fait par d'autres comptes, et c'est vraiment pas du coup ma spécialité. Mais vous le voyez ici, en ce moment, en tout cas, il se passe des choses du côté de vieux bitcoin. Alors 80 000 BTC... À l'époque, en tout cas de Satoshi, ça ne correspond pas à des sommes non plus énormissimes. C'était 8 adresses à 10 000 bitcoins qui étaient d'ailleurs pas dans le top, mais on les avait déjà identifiées, nous, il y a de ça 2 ou 3 ans. En disant, tiens, c'est curieux, toutes ces adresses à 10 000 BTC qui se suivent, finalement, dans le top, finalement, c'est probablement le même propriétaire. Là, en ce moment, elles sont en train d'être droppées et ou changées, et ou échangées, et ou... voilà. Mais en tout cas, je trouve ça intéressant de prendre un peu de la distance également, et de se dire, où est-ce qu'on en est là-dedans. Globalement, on peut estimer que on en est soit ici, soit là, en fait. Alors vous dire, du coup, oui, BTC va à 5 millions, ceci, cela, ça n'a aucun sens de parler de ça, mais simplement de se dire en tout cas qu'on est early, si jamais Bitcoin correspond à une adoption qui va être de l'ordre de 100%, si jamais c'est pas quelque chose qui va être à un moment donné mis sous le tapis et ou récupéré de manière par les institutions justement, mais en soi, voilà, on peut estimer qu'on n'est même pas encore dans la majorité précoce. Aujourd'hui, je crois qu'on est autour de 7 ou 8% de personnes qui détiennent des bitcoins dans le monde. Je crois même qu'on est en dessous, on est plutôt autour de 5. Donc vous le voyez qu'on est plutôt dans cette zone-là. Bon, après, cette courbe ici, elle est très subjective. Mais tant que les bitcoins sur exchange se font rares, le slippage peut être énorme. Si jamais la FOMO se fait, comme à l'époque de Internet, où justement on était dans cette époque où je pose un .com, mon action va faire x2 et c'était là s'était trouvé bien sûr la grande distribution finalement vers les retail, moment un peu de la chute de Netscape pour ceux qui connaissent un petit peu la bulle de 2000, le moment un petit peu où il y avait des valorisations qui étaient complètement débiles. Je crois pas qu'on en soit encore là-dedans et je pense qu'on peut ici on a encore une fois, on en a encore sous le pied pour aller beaucoup plus haut. Attention, quand on verra les choses éventuellement, et si on les voit se mettre en place en termes de bulles, il faudra bien sûr être extrêmement prudent. Voilà pour ce point-là. Donc courbe en S, où est-ce qu'on en est là-dedans? La majorité n'a certainement pas adopté Bitcoin encore, et vous comprenez ici que dans la courbe, la parabole ici qui se trouve là, et bien du coup, en termes de prix, théoriquement, c'est le moment où vous rentrez le plus de personnes.
Pour moi, en ce qui concerne le prix, la partie institutionnelle ici doit agir assez fortement sur le prix, puisque c'est elle qui a l'oseille. C'est pas les retail qui ont l'oseille. Encore que si vous mettez 1 million de retail face à un hedge fund, vous aurez finalement le même oseille en face. Mais vous voyez un petit peu l'idée. Il n'y a pas du tout eu de hype encore, je trouve, pour le moment. La hype, elle n'est que institutionnelle. Et par contre, on est en train, si on parle du gouffre et du chasme, si vous voulez, je ferai une vidéo dédiée là-dessus, vraiment sur cet instant, ce moment-là, pile poil. On est en train de lever des verrous qui vont peut-être permettre de justement rentrer dans cette idée de faire rentrer la majorité précoce dorénavant. Les liquidations et les liquidités. 500 millions, c'est plutôt pas mal. 300 sur du long, l'action de prix a été plutôt baissière, c'est normal. Ethereum est très largement devant, avec 100 millions de liquidés en long, donc quasiment un tiers de la totalité des liquidations se sont faites sur Ethereum. Ethereum, depuis, je crois, c'est pas trop mal repris. En tout cas, on verra. Derrière, est-ce que j'ai des choses à rajouter réellement? Oui, ici, je suis très légèrement longué. Et là, pour moi, il n'y a pas grand-chose à rajouter de plus. On a bien ravalé ici, en sortant du short, hein, finalement, on a quand même bien ravalé l'excès d'open interest qui s'était fait là. Je ne rajouterai pas ici, pour moi, de points supplémentaires. On va voir sur iBlock, pardon. Notamment la weekly, hein, qu'on regarde nous assez souvent, hein, c'est un petit peu ça fait partie de la routine. On est revenu rejouer un petit peu avec le haut de la weekly ici. 25 juillet, nanana. Ici, on était revenu ressourcer un petit peu vers le milieu. Donc ça, c'était avant-hier, excusez-moi, on l'a déjà étudié. Voilà, pour le moment, on est entre deux. C'est soit sous 113, soit au-delà de 123 finalement. Hein. Il n'y a pas forcément ici en liquidité non plus de nouveautés. Et sur Ethereum, là où c'est intéressant, c'est qu'on avait bouffé toute la weekly. On est revenu ressourcer très légèrement un petit peu dans les liquidations longues du moment, notamment celle qui se trouvait sous ce point-là. Et la ressource est plus ou moins bien faite. Là, on est en train d'essayer d'aller revendre dans ce coin-là. Voilà, dommage qu'on n'ait pas poussé un petit peu plus, 3665. Voilà, en ce moment, il y a un petit début de FOMO d'une certaine manière. Donc, il y a toujours cette idée, est-ce que je suis dans un marché de liquidité ou est-ce que je suis dans un marché de FOMO? Pour le moment, pour moi, on est toujours dans un marché de liquidité. Et de toute façon, quand on range, enfin quand on se balade en correction, c'est toujours la liquidité qui a plus ou moins le dessus. Mais d'une certaine manière, parfois, et ce qu'on peut voir d'une certaine manière également, je vais vous le montrer là, ça va être assez limpide. Dans un marché qui FOMO très légèrement, on va ici, d'accord. Dans un marché qui FOMO très légèrement, on laisse de la liquidité sur le puisqu'on a un directionnel très fort, bien sûr. On laisse de la liquidité sur le chemin sans la prendre. Et c'est le cas de ces 4 boîtes, hein, de 80 000 $ à 110. On a 4 boîtes de liquidité, hein. Ici à 90, ici à 104, ici à 110 et ici autour des 80, on a toutes ces boîtes de liquidité qui finalement sont les unes dans les autres. Ce que j'aime bien dans ce que je vois, c'est que finalement on garde un funding qui est relativement neutre. Donc ça veut dire que la hausse du prix fait que ces gens-là sont quand même en train de prendre leur profit naturel. Vous avez plusieurs manières de faire sortir un long, mais en l'occurrence, quand vous lui poussez plus 40%, bien sûr que ces mecs-là qui étaient en position ici, eh bien, ils viennent à se défausser un petit peu. Donc voilà, pour moi, on reste dans un marché qui n'est pas encore FOMO, et le marché deviendra FOMO si je vous le montre dans le temps. Si on passe par exemple peut-être pas monthly mais weekly ou en daily même, je pense qu'on pourrait le voir. J'arrive pas à voir où on est. 2021, ouais, c'est ça. On peut peut-être même en voir un petit peu plus en passant en weekly, autant pour moi. 2019, ouais. Voilà, ça c'est de la FOMO. Okay, un funding qui va taper les 0,1. Actuellement, on est au 0,01. D'accord. Donc, pas de souci de ce côté-là. On n'est pas dans des niveaux vous voyez ici que ça part en FOMO. Et que derrière, ça se reset pour revenir dans un funding négatif. Cette chute de 50% ici de l'été, enfin, je parle ici de la première
donc de l'été 2021. Ensuite également, finalement vous voyez qu'on part dans la FOMO dans l'autre sens, le marché est trop shorté hein, d'une certaine manière, avec on va dire 0,0, à l'époque il me semblait qu'on était à 0,05, 0,6, je pense on était même à un peu plus, si on va voir vraiment la mèche, on était plutôt au quasi 0,1. 0,1 en short, et du coup le marché fait un plus 50%, il vient liquider tout simplement ses shorters, et puis derrière, après on a eu ce qu'on a eu, c'est-à-dire, en tout cas on voit très bien, je trouve sur le long terme également, le fait, l'institutionnalisation, elle se fait également par là. Ici, vous le voyez qu'on était entre 3 et 7 milliards, et vous voyez qu'actuellement, on est à 34 milliards d'open interest. Et là-dedans, on ne compte pas le master des masters, qui est bien sûr l'open interest qui se trouve sur le CME. D'accord, parce que sur le CME, j'ai pas de funding. En ce moment, c'est le master des masters avec 140 000 BTC en open interest, c'est-à-dire un peu plus que Binance. D'accord, donc ne serait-ce que dans ces 34 milliards où on a vu l'augmentation, si je vous mettais en plus la courbe à l'augmentation de du CME, et vous vous diriez, putain, on est vraiment dans une sacrée adoption institutionnelle. On n'est plus du tout dans le petit marché qu'on avait auparavant, en tout cas sur les dérivés. Et ici également, on le voit, à peu près 800 000 bitcoins en open interest. Ça correspond à peu près à, il y a 19 millions, 20 millions de bitcoins en circulation. Donc vous comprenez que ça comprend un vingtième de la circulation qui est du bitcoin papier, du faux bitcoin, mais qui, en open interest, finalement s'échange sur ce qui reste plutôt sain également. Hein. Je trouve que c'est pas excessif non plus. Enfin, disons qu'on a encore de la marge sous le pied. Le problème étant, alors là, on fera peut-être une vidéo un peu longue, mais vous comprenez que ici, je dois quand même avoir un marché spot qui doit suivre à peu près le marché des dérivés. Les bitcoins papier, les contrats, comme on les appelle, les perps, doivent quand même d'une certaine manière ne pas trop s'éloigner du spot, même s'il y a parfois des spreads importants, et on va dire qu'il ne faut pas qu'ils soient non plus excessifs. Et en ayant, j'ai dit 800 000 bitcoins sur l'open interest total, on a en ce moment, je pense pas qu'on ait 800 000 bitcoins sur les exchanges. Donc le risque, c'est que vous allez avoir, imaginons qu'on ait un drop incommensurable, vous allez avoir des gens qui vont devoir mettre de l'oseille de leur poche, principalement les exchanges, parce que c'est eux qui vont faire crédit aux market makers pour venir garder ces spreads cohérents. Et donc du coup, ils vont devoir prendre la contrepartie de manière à ce que sur le spot, ça se suive à peu près, c'est-à-dire maintenir le spot au niveau des dérivés ou maintenir les dérivés au niveau du spot, d'accord. Et là, parfois, des fois, il y a des capitulations qui peuvent se faire. C'est-à-dire ce besoin finalement de venir déleverager, c'est comme ça qu'on appelle le truc. Typiquement ce qui s'était fait là. Ici, 24 milliards d'open interest et on était venu déleverager à 14, d'accord, quasi diminution par 2 de la totalité de l'open interest. Déleverager, c'est tout simplement, et c'est ce qu'on a vu finalement, je pense qu'ici on est à l'investiture de Trump jusqu'au moment où on touche les 80 000 d'une certaine manière. C'est ce qu'on avait eu à ce moment-là, voilà, le marché n'était pas prêt à absorber tout cet argent-là, et donc du coup il n'a pas été nécessairement capable de maintenir les choses comme elles devraient l'être. Il y a un moment donné où il y a trop de leviers, et où du coup le marché s'auto-régule d'une certaine manière. En ce moment, il y a beaucoup d'open interest, attention à ça, il faut rester attentif, mais on a un funding qui nous en met des deux côtés. Donc finalement, c'est ça qui permet aussi au marché de se tenir, puisque le market maker va faire de l'oseille en short comme il va faire de l'oseille en longue, en tout cas en prenant la contrepartie des shorts et en prenant la contrepartie des longues, et les grosses institutions vont être relativement bien servies, puisqu'elles sont là, elles sont au rendez-vous, d'accord. L'open interest correspond à l'intérêt, vous comprenez qu'on deleverage aussi quand il y a un manque d'intérêt qui se fait, et ça on l'avait dit au moment de l'investiture de Trump, c'est que en fait ce qu'on avait eu, c'est que il y avait un Trump trade, un Trump pump qui s'était mis en place, et au moment où Trump est investi, il y a un sell de news qui se met en place, et c'est là que 10 milliards d'open interest disparaissent, tout simplement parce que c'était le trade. C'était les mecs qui étaient rentrés dans toutes ces zones-là en disant peut-être que Trump va être élu, et peut-être qu'effectivement il va vraiment faire des choses. Je me rappelle aussi qu'on avait touché un point relativement haut, et il y avait un peu un soufflet un pétard mouillé qui s'était mis en place un peu sur
SBR, la Strategic Bitcoin Reserve, qui était de dire, regardez, les gens ont pensé que Trump disait que finalement les États-Unis allaient acheter du Bitcoin, et ce de manière nationale, quoi, pas fédérale, pas État par État, mais nationalement. Et en fait, Trump a dit non, on ne vendra juste pas les Bitcoins de Bitfinex. Bitfinex, il y a aussi une petite action en cours. Je pense pas qu'elle va aboutir, mais en tout cas, il y a des gens qui disent qu'ils ont été spoliés dans l'affaire Bitfinex, qui commencent à dire, regardez, alors il y a deux choses pour moi, deux lawsuits en ce moment qu'il va quand même falloir suivre de loin. C'est les actionnaires de Strategy qui disent on n'a pas été consultés sur tout, donc attention à ça. Parce que s'ils demandent des compensations, il se pourrait que les compensations soient très très importantes si jamais le juge donne raison. Et deuxième chose, Bitfinex, il y a une action commune qui est en train de se faire par les anciens clients de Bitfinex qui avaient été spoilés par le hack. Théoriquement, ils ont tous accepté une forme de compensation, c'est-à-dire que d'une certaine manière, à l'époque, c'était Bitfinex avait dit, bah, vous vous êtes fait entuber, je sais pas moi, 1000 $, ils ont sorti un token à 1 $ en fait, et qu'ils ont remboursé petit à petit, donc les gens ont été remboursés sans la hausse, mais bien sûr, imaginez que vous aviez 1000 BTC sur Bitfinex à l'époque, du hack, et que derrière, aujourd'hui, c'est pas du tout les mêmes sommes, etc. Donc attention à ces deux procès en cours, je dirais qu'ils pourraient quand même mettre en place une force vendeuse. En ce qui concerne justement cette idée de 80 000 BTC, d'où ils viennent, etc., et les messages cachés dedans, etc., pour le coup, je peux pas vous dire pourquoi, je creuserai peut-être un petit peu plus, hein, mais pourquoi toutes les choses qui avaient été avancées, je crois qu'Achar avait fait une vidéo là-dessus, donc n'hésitez pas à aller la voir également, mais pourquoi finalement ce FUD est plus ou moins démenti. A priori, il n'y aura pas de hacking d'adresses, y compris des vieilles adresses, ça sera effectivement les plus sensibles, mais tant qu'il n'y aura pas d'ordinateur quantique, et où ce genre de choses-là, et même quand il y aura un ordinateur quantique, si jamais c'était le cas, bah, du coup, le minage devrait théoriquement s'adapter. À voir en tout cas, est-ce qu'il faut geler ces bitcoins, hein, ça avait été à un moment donné une idée qui s'était mise en place de dire, bah, en fait, ces vieilles adresses, on sait qu'elles sont gelées, etc. Alors pourquoi ne pas finalement les geler? Si je me trompe pas, je crois que ça. Alors, encore une fois, je suis pas dev, hein, mais je crois que ça nécessiterait un hard fork, c'est-à-dire mettre ces bitcoins là de côté et faire un hard fork. Ce qui serait. Est-ce que ça serait vraiment pour le coup nécessaire ou pas? Ça, c'est à la communauté de décider. Voilà, les amis, je pense qu'on a fait le tour. Oui, on a certainement fait le tour en tout cas. Bitcoin à 118 134. Encore une fois, moi je le verrais bien venir prendre au moins cette boîte de liquidité. C'est pas forcément ce qu'il est obligé de nous faire. Et si jamais il ne nous le fait pas, vous comprenez que pour le coup, tant que le funding n'est pas en mode folie, on resterait sur cette idée d'un marché qui certes monte, mais n'est pas nécessairement, en tout cas encore, en train de FOMO, puisque vous avez, encore une fois, une liquidité qui certes s'accumule en dessous, mais qui prend ses profits. Donc du coup, on a vraiment ici que des traders de position et des liquidités résiduelles, d'accord ? Ce qui risquera de se mettre en place, c'est typiquement le même genre de choses que ce qui s'était mis en place ici. Ici, énormément d'open interest vis-à-vis du Trump pump. Trump est élu, il prend son investiture. Tous les traders qui étaient rentrés là-dedans en sortent. Et finalement, derrière, ici, on est dans le hype un peu de la législation et de la baisse des taux. À partir du moment où donc il y aura forcément un sell de news sur les taux baisses, et en ce moment c'est peut-être un petit peu ce qui est en train de se faire puisqu'on est dans la période législation à outrance, c'est un petit peu des crypto week où il y a pas mal de news qui tombent, donc forcément du sell de news, et puis derrière ensuite on se reprend et ainsi de suite, et ceci, cela, etc. En tout cas, je trouvais que c'était intéressant de parler de cette idée d'un transfert de des early adopters vers une majorité précoce, ou en tout cas au moins voilà, toute cette partie qui vient juste avant, et cette idée également, est-ce qu'on serait pas pile poil au moment du chasm? On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo, j'espère que celle-ci vous a plu. On a abordé pas mal de choses qui étaient de l'ordre du long terme. J'ai pour habitude en fin de vidéo de poser une question à la con, c'est-à-dire une question qui n'a rien à voir avec le prix du Bitcoin, mais qui nous permet de converser de choses et d'autres. Et en l'occurrence, quelle sera la question du jour ?
Allez, plutôt Samsung, Apple ou autre marque en ce qui concerne les téléphones. Allez, je vois mon téléphone là du coup. Voilà, ce sera la question du jour. C'est le principe d'une question à la con. N'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à liker dès que vous voyez les vidéos. C'est un petit peu dur en ce moment de titiller l'algorithme de YouTube. Je suis conscient qu'avec des vidéos un petit peu longues, ça reste compliqué. Mais au moins, grâce à votre aide, on pourra essayer de toucher un petit peu plus de monde. Je vous laisse là-dessus. On se retrouve demain. Portez-vous bien. Ciao, ciao.